Bonjour Atik Raimi. Bonjour. On ne vous présente pas, évidemment, écrivain, prix Goncourt, et puis aussi cinéaste. Voici Notre-Dame du Nil, présentée au Festival international du film de Marrakech. Et là, on n'est ni en Afghanistan, votre pays, ni en Yougoslavie, là où il y a eu un drame pour toute l'Europe. On est au Rwanda, en Afrique. Et au fond, vous dites, ces trois drames-là ont des points communs. Oui, surtout en 1994, vous voyez, quand on allumait la télé, quand on écoutait les radios, justement à la une de tous les journaux, c'était quoi? C'est trois horreurs. La guerre, justement, civile en Yougoslavie, la guerre fratricide en Afghanistan après le départ de l'armée rouge soviétique, et puis l'atrocité du génocide au Rwanda. Et tout ça au printemps, au mois d'avril. Et j'étais à ce moment-là justement très choqué de voir en même temps ces trois pays en s'entre-déchirer. Et depuis, évidemment, je voulais absolument aller dans ces trois pays. Bon, enfin, l'Afghanistan, c'était mon pays, bien sûr. Je suis allé plusieurs fois après. Mais voilà, il me restait l'ex-Yougoslavie et la Rwanda. Voilà, on est dans les années 70, 73 très exactement. Il faut dire que le livre est une adaptation du livre de Scholastique Mukasonga. Et là, dans ce pensionnat de jeunes filles, eh bien, il va quelque part se dérouler des événements qui vont être les prémices de ce qui va se passer quelques années plus tard. En effet, après justement la sortie des colonialistes belges, et puis à partir de 1959, qu'ils ont détrôné le roi de Rwanda, quand la République est venue, évidemment, elle est venue avec la dite ethnie Hutu. Alors que, comme on sait que Hutu, Tutsi n'étaient pas des ethnies séparées, au contraire, c'était justement un clivage social entre les éleveurs et puis les agriculteurs. C'est tout. Mais avec le colonialisme, ensuite, avec les problèmes internes, Rwanda, évidemment, ce clivage a pris complètement un autre sens. Et ils ont commencé d'abord la première fois le début du génocide en 1959, puis en 63. Et à chaque fois, il y avait quand même une conscience rwandaise qui s'opposait que ce génocide aille plus loin. Mais en 1973, ce qu'on a fait, c'est que d'abord, on a essayé d'étouffer, voire chasser la conscience rwandaise, aussi bien de côté de Hutu que de Tutsi, pour amener le pied vers ce qu'on appelle plus tard le génocide populaire. Parce qu'il n'y avait aucun intellectuel à l'intérieur du pays, aucun technocrate, aucun homme politique qui puisse s'opposer à ça. Donc, on a ça, on en voit où est-ce que ça nous amène. C'est ce que montre le film. Alors, ce pensionnat de jeunes filles, ça commence évidemment avec cette ambiance de nature, puisqu'ils sont au fin fond d'une montagne, hein, de ces jeunes filles habillées en blanc. Et puis progressivement, il y a un personnage qui est joué magnifiquement par Pascal Grégory, qui est là, qui représente aussi cette conscience coloniale. Et puis progressivement, on va voir s'immiscer les ferments de la haine. Absolument. Vous voyez, c'est étrange parce que l'amour, c'est quelque chose qu'on s'exprime d'une manière ou d'une autre facilement à travers la poésie, à travers tout. Mais la haine, on ne sait pas à quel moment prend forme, à quel moment s'expose, à quel moment prend au-dessus de tout. Vous voyez? Et c'est vrai, pour moi, c'était ça le mystère. C'est le mystère de la haine. Et c'est pourquoi je montre avec le film, progressivement, comment un peuple vit dans leur innocence, dans leur candeur. Et puis, comment le sacré, créé par le christianisme ou par toutes les autres religions, malheureusement, profite de cette innocence d'un peuple ou d'un être humain, tout simplement. Ensuite, à ça crée quoi? Le sacrilège qui demande par la suite le sacrifice, la violence. Ce que je voulais savoir et comprendre en faisant ce film, c'était justement ce mécanisme de génocide et de cette violence liée au sacré. Donc, évidemment,
le premier, après le pré-générique, quand on voit le générique, toutes les filles habillées en blanc, endormies, et le film démarre comme une sorte de rêve, le rêve de ces jeunes filles. Une qui veut réussir dans sa vie, l'autre qui veut devenir une actrice, etc., etc. Et puis, je montre comment, ensuite, les scories de colonialisme, ensuite la religion, puis la politique, entrent dans la vie de ces jeunes filles et transforment leurs rêves en cauchemars. Oui. Et ça, évidemment, c'est absolument incroyable parce que c'est là que se joue le drame. C'est dans cette petite communauté perdue dans cette montagne paisible et belle que peut se jouer finalement un moment où ce rêve devient le cauchemar et où au fond on peut se dire à la fin mais comment en est-on arrivé là? Et ben voilà, c'est justement ce mystère-là. Vous voyez, quand on commence à distinguer les êtres humains de par leur origine, évidemment, ça se termine toujours par un drame. Aussi bien au Rwanda qu'ailleurs en Afghanistan ou en Amérique latine ou même ici en Europe, on a vu avec justement le mouvement nazi. Vous voyez, le mouvement nazi, ils ont créé quoi? Un mythe, le mythe de la race aryane. Et à partir de là, qui commence le génocide des Juifs. C'est toujours, les génocides commencent avec cette sacralisation d'une ethnie, d'une idéologie ou d'un peuple. Vous voyez? Et ça, c'est le mécanisme très basique. Et alors qu'au début, les peuples étaient, ils vivaient tous ensemble. Il n'y avait aucune différence en tout ça. Et c'est ça que on change le clivage social en clivage interethnique, etc. Donc, c'est ce mouvement vers la violence créé par trois choses, le colonialisme, la politique et la religion. Oui, oui. Et alors, vous allez tourner ce film au Rwanda avec des jeunes, avec des Rwandais, et avec lesquels d'ailleurs vous travaillez pour le jeu d'acteur. Vous avez d'ailleurs rencontré, je crois, la ministre de la Culture du Rwanda, peut-être pour créer un centre national du cinéma rwandais, pour amener le cinéma aujourd'hui au Rwanda. Ce film a été projeté, Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de la francophonie, l'a vu. Bien et sûr. au fond, le Rwanda a dit, ce film, on veut qu'il soit rwandais. On veut qu'on dise c'est un film rwandais. Ah, ça, c'est ma grande fierté. C'est vrai. Quand je suis allé au début en 2017 pour voir comment ça se passe entre Rwanda et moi, est-ce qu'il y a quelque chose, une relation subtile qui se crée? Et oui, en 2 mois, j'ai vu que ça y est, je peux raconter ça. Mais je voulais pas entrer justement dans la reconstitution historique des événements. Ce qui m'intéressait énormément, c'est montrer comment cette haine prend forme dans l'imaginaire du peuple rwandais. Et au début, donc même pour le casting, vous voyez, parce qu'il n'y a pas des actrices, des acteurs rwandais, il n'y a pas une infrastructure cinématographique très importante. Donc j'ai créé un atelier et pour justement caster les jeunes filles, la première chose que je lui ai demandé à la directrice de casting, magnifique personnage, je dis, je veux pas savoir si elle est Hutu ou Tutsi. Je veux que des filles rwandaises. Tout ça parce que je voulais pas refaire la même chose que le colonialisme a fait, c'est-à-dire la distinction, voilà, elle est Hutu, l'autre est Tutsi. Non, je voulais que les filles dites Tutsi jouent le rôle de dites Hutu et l'inverse. Donc, il y a quelque chose. Les victimes jouent le rôle de bourreau et aussi les bourreaux qui jouent le rôle de victime. Oui, c'est extraordinaire. Ouais. Atik Raimi, ce film, il faut le dire pour ceux qui iront le voir, qui est formidable, hein, Mm. a une image aussi absolument fantastique. C'est qu'au fond, la beauté de cette nature et de ce peuple, la beauté de ces gens éclate, explose à l'écran. C'est une sorte de poème
au fond, tragique. Et Mais pourtant, au fond, Mm. oui, et pourtant, en effet, il n'y a pas des plans larges pour montrer justement le paysage rwandais. Il n'y a que deux moments très simples en plus. Mais c'est que, quoi que l'on fasse, là où on pose la caméra dans le cadre, on a une lumière incroyable. Toutes ces collines vertes avec la terre rouge et tous ces Rwandais habillés des couleurs extraordinaires. Oui, c'est un pays, en effet, ils ont une esthétique innée. Donc, vraiment, je ne cherchais pas l'esthétique ni la beauté parce que elle était là, la beauté. Mais évidemment, la question se pose. Faire un film sur les premiers des génocides, il fallait évidemment, la tendance est éviter la beauté. Mais j'étais Ouais. pour rien. Et deuxième chose, vous voyez, dans ce pays, il y a une douceur incroyable. Non seulement il y a une esthétique incroyable, mais il y a une douceur. D'ailleurs, il y a un proverbe magnifique qui dit que avec la douceur, on peut entrer une grosse vache par une petite porte. En effet, au Rwanda, il y a une douceur, même dans leur violence. Hein. Et il y a un silence. On m'a raconté que durant le génocide de 1994, aucun oiseau ne chantait. Il y avait un silence absolu. Et ça m'avait beaucoup marqué. Et c'est pourquoi, à un moment donné, quand je montre la violence, le son n'existe pas. En effet, il n'y a que le son de la nature. Et ça, c'est évidemment, il y a une expérience aussi personnelle. Quand j'étais en Afghanistan, que j'ai vécu la guerre, quand il y a la violence, on entend le son, mais on ne voit rien. Mais plus tard, quand on pense, on a les images de cette violence, mais on n'a plus le son, en effet. Et c'est ça qui m'avait impressionné aussi dans ce que je voyais au Rwanda. Et je voulais le mettre dans mon film. merci. Atik Raimi, Notre-Dame du Nil. Je pense que tous ceux qui nous écoutent vont se dire il faut voir ce film. J'espère. Événement au Festival du film de Marrakech. Merci beaucoup. Merci à vous.